Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors je sais, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas entendu sur cette chaîne. J'étais très occupé, j'avais beaucoup de choses à faire et puis voilà, j'avais un peu moins de temps de réfléchir et de penser à l'organisation et au discours critique qui va avec. En tout cas, j'ai continué à suivre les différentes chaînes YouTube qui s'intéressent à ce sujet. Et je vais continuer avec un sujet qui me tient à cœur, qui consiste justement à mettre en perspective les discours critiques sur l'organisation qui la lie à la franc-maçonnerie et au complotisme en général. Alors aujourd'hui, j'ai juste 10 petites questions à poser à tous les TJ, les ex-TJ complotistes. 10 petites questions qui, je l'espère, feront l'objet de réponses dans les commentaires, de réponses honnêtes, sérieuses et recherchées. Voilà, pas des réponses qui sont des écrans de fumée comme les ex-TJ complotistes ont tendance à le faire, puisqu'en effet ils ont tendance en fait à répondre complètement à côté de la plaque, à répondre de manière parcellaire, à répondre de manière obscure, avec un langage nébuleux. Donc il faut être clair, droit dans ses bottes et essayer de répondre clairement à ces questions. Et ensuite, peut-être que, effectivement, on leur apportera un certain crédit. Alors, je n'ai jamais réussi à obtenir de réponse à ces 10 questions suivantes. Alors, on va commencer par la première question. Quelles sont les preuves solides et incontestables de l'appartenance des TJ à la franc-maçonnerie ? Alors, quand je dis preuves solides et incontestables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sellement me sortir des images bidons, des vieux montages qu'on aurait fait sur Photoshop à l'arrache un dimanche soir entre la soupe et le yaourt. Non, je veux vraiment des documents, je veux vraiment des traces qui soient indiscutables, je veux des témoignages, je veux des photos, je veux des discours, je veux des liens qui soient absolument irréfutables et incontestables, des preuves solides. Alors, généralement, les ex-TJ complotistes ont tendance à ressortir des éléments qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mais qui les lient, d'après eux, qui lient l'organisation, d'après eux, à la franc-maçonnerie. On a généralement l'histoire évidemment de la tombe de Charles Taze-Russell qui serait une pyramide. En réalité, sa tombe est un peu plus sobre, mais à côté de sa tombe, il y a effectivement un monument qui lui rend hommage en forme de pyramide, construit dans un cimetière qui est en face en fait d'un temple maçonnique. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le temple maçonnique, il est beaucoup plus tardif, il a été construit bien plus tard. Donc quand Russell est mort, il n'y avait absolument pas de temple maçonnique à cet endroit. Et de deux, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la pyramide n'est pas un symbole exclusif à la franc-maçonnerie. Et ici, il semble bien évident que le symbole principal qui a voulu être mis en place pour rendre hommage à Charles Taze-Russell de la pyramide, c'est en référence à la doctrine ou à la science occulte à laquelle Charles Taze-Russell s'adonnait, et ça c'est reconnu et vérifié par l'organisation elle-même, sur la bibliothèque en ligne JW, on peut retrouver ces informations-là. Eh bien, la pyramidologie était un petit peu la science occulte à laquelle s'adonnait Charles Taze-Russell. Il a notamment calculé des dates prophétiques à partir de la grande pyramide de Gizeh. Et donc, il est bien évident que la forme pyramidale de son monument hommage renvoie à cette idée-là et pas à la franc-maçonnerie. La croix dans la couronne, le symbole des chevaliers templiers, qui est aussi un symbole d'une loge maçonnique parmi d'autres, parce qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie, elle est protéiforme, elle est polymorphe, elle est multiple, elle est complexe. Il y a des loges féminines, il y a des loges masculines, il y a des loges selon différents rites, selon les pays et les cultures. En tout cas, la croix dans la couronne, qui a été un des symboles des étudiants de la Bible à l'origine, est effectivement un symbole maçonnique, mais ce n'est pas un symbole exclusivement maçonnique. Ça a été aussi un symbole utilisé il y a des siècles par des confréries catholiques. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la franc-maçonnerie, c'est une organisation qui adore le symbole.
elle travaille énormément autour du symbole et des différentes symboliques de tous les pays. Donc il va y avoir des symboles païens, des symboles chrétiens. Par exemple, un des symboles courants dans le rite écossais, c'est d'avoir au moment de la cérémonie une Bible grande ouverte, différentes pages de la Bible, mais souvent l'Apocalypse de Jean. Voilà. Est-ce que du coup ça fait de l'utilisation de la Bible un acte maçonnique? Est-ce que toutes les personnes qui possèdent une Bible seraient en réalité des francs-maçons? Bien évidemment que non. Ce n'est pas parce que la franc-maçonnerie s'approprie des symboles d'autres religions et d'autres cultures qu'elle les contamine à jamais et qu'elle les rend exclusifs à elle-même. À un moment donné, il faut un petit peu réfléchir aussi. C'est comme l'utilisation du nom Jéhovah. Effectivement, c'est un nom qui est utilisé dans certains rites francs-maçons. Mais le nom Jéhovah, il n'est pas propre à l'organisation des témoins de Jéhovah. Quand l'organisation des témoins de Jéhovah a pris le nom Jéhovah, c'est pas eux qui l'ont inventé, ils l'ont pas sorti de leur chapeau. C'est un nom qui existait depuis des siècles et des siècles. Un nom qui a été inventé par un moine dominicain catholique. Voilà. Raymundus Martini, ce moine dominicain catholique espagnol, a vocalisé les voyelles dans les consonnes du tétragramme. Ces consonnes ont d'ailleurs été latinisées, puisque le J et le W n'existent pas en grec. D'ailleurs, le J n'existe pas réellement non plus en latin, mais le J est venu après le I dans la francisation. Et donc, l'ajout des voyelles d'Adonai aux consonnes latinisées puis francisées du tétragramme ont donné Jéhovah. Et ce nom a été utilisé régulièrement par l'Église catholique. D'ailleurs, on le retrouve dans certaines traductions de la Bible catholique. Voilà. La franc-maçonnerie, elle, est apparue au XVIIIe siècle, sous l'influence des Lumières. Donc c'est un ordre qui n'est pas extrêmement ancien. C'est un ordre qui a lutté pour la laïcité, souvent, quand même, il faut le dire, contre la religion catholique, d'accord ? Contre le christianisme de manière un peu plus générale. Donc il est vrai qu'un chrétien catholique peut considérer la franc-maçonnerie comme son ennemi d'une certaine manière. Mais pour autant, ça ne fait pas de la franc-maçonnerie un culte lié à l'Église catholique, comme je l'entends dans certains discours complotistes qui apparemment n'ont rien compris à l'histoire et se mettent à avaler n'importe quelle idée racontée sur n'importe quel blog que n'importe quel individu peut écrire finalement. Donc il n'y a rien de sérieux là-dedans. On peut passer ses journées à lire des blogs conspirationnistes écrits par des conspirationnistes, mais bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on n'apprend rien de nouveau. Donc il n'y a pas de preuve solide et incontestable de l'appartenance des témoins de Jéhovah à la franc-maçonnerie. On va me sortir également l'argument du oui, mais à l'origine, ils louaient des salles franc-maçonnes. Eh bien, et alors? On peut très bien louer des salles franc-maçonnes même quand on n'est pas franc-maçon soi-même. Donc ça n'a aucune valeur cet argument. C'est complètement idiot et complètement stupide. On me sort également l'exemple de l'Assemblée du Danemark, là, qui aurait la forme de l'œil Illuminati, l'œil de la Providence, qui d'ailleurs, encore une fois, n'est pas un symbole exclusif à la franc-maçonnerie. À l'origine, l'œil de la Providence, c'est quand même un symbole qui est représentatif de Dieu. D'accord ? On le retrouve dans plusieurs religions, dans plusieurs cultes dans le monde. Le triangle avec un œil symbolise l'œil de la conscience et il a souvent été attribué à Dieu. D'ailleurs, dans l'Église catholique, il n'est pas rare de retrouver ce triangle avec parfois, quelquefois, à l'intérieur, le tétragramme dans certaines églises. Donc, c'est pas très intéressant et on voit bien que ces recherches-là, elles vont pas très loin. Elles se contentent de faire des analogies hyper simplistes, hyper superficielles. C'est comme un youtubeur sur le sujet, extrêmement complotiste aussi, je crois que c'est Watchtower, le faux prophète ou le faux témoin de Dieu, qui partage régulièrement des vidéos où dès qu'il voit une salle d'assemblée avec quelques colonnes et une toiture en forme de triangle, il pense que c'est une architecture franc-maçonne. Mais dis-moi mon coco, est-ce que tu es déjà allé en Grèce ou à Rome par exemple? C'est juste l'architecture classique de l'Antiquité. C'est juste l'architecture basique qui nous est venue de l'Antiquité, de notre culture gréco-romaine. Évidemment que les francs-maçons ont repris cette architecture-là parce qu'elle est symbolique de notre culture et des signes de l'Occident. C'est complètement ahurissant de voir à quel point des personnes peuvent faire des parallèles,
ils voient des parallèles dans des choses extrêmement banales et on voit bien à quel point finalement leur cerveau est conditionné à voir ces symboles-là. Et ils cherchent, c'est le biais de confirmation d'ailleurs qui est très présent chez les TJ, ils cherchent à faire valider comme ça leurs croyances, leur théorie conspirationniste en trouvant des petits symboles par-ci par-là, mais sans chercher plus loin, sans comprendre qu'effectivement la franc-maçonnerie elle se nourrit de tous les symboles du monde. Donc il est évident qu'on va retrouver des symboles un peu de partout et on peut faire des liens comme ça avec tout et n'importe quoi. Mais ça n'a aucun sens. Voilà, j'espère que ça va faire réfléchir quelques personnes et en tout cas n'hésitez pas à me renvoyer d'autres éléments qui pourraient faire le lien entre l'organisation et la franc-maçonnerie, mais pour l'instant il n'y a rien de sérieux. Voilà. Alors après, on peut nuancer un peu le propos et dire qu'effectivement, si on prend en compte le contexte géographique, politique, social et l'environnement de Charles Taze Russell, il est fort probable que Charles Taze Russell, de par ses liens, de par sa famille, de par d'autres personnes de son entourage, ait pu fréquenter des loges maçonniques. Il est pas impossible que Charles Taze Russell ait même été lui-même franc-maçon. Il n'y a pas de preuve qui va dans ce sens-là, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Alors, par contre, ce qui est fort probable, c'est que Charles Taze Russell, ayant fréquenté l'univers culturel de la franc-maçonnerie, a été imprégné par ces symboles-là. Et on voit que c'est un homme de symboles. Le disque solaire est présent dans les premières publications, le symbole des chevaliers templiers est présent. Ce ne sont pas des symboles qui lui appartiennent ou qui lui appartenaient, mais ce sont des symboles qu'il s'est lui-même appropriés. Donc on voit que Charles Taze Russell aimait les symboles. Bon, pourquoi ne pas être allé finalement en franc-maçonnerie pour s'en inspirer d'autant plus, mais ça ne va clairement pas plus loin, et il n'y a aucune preuve en tout cas au-delà de tout ça. L'utilisation d'un symbole ne fait absolument pas la preuve qu'il appartient à la franc-maçonnerie, bien évidemment. Moi, si je décide un jour de choisir des symboles comme la pyramide ou la couronne ou ce genre de choses, ça ne va pas faire de moi un franc-maçon pour autant. Tout comme l'utilisation de la Bible par les francs-maçons ne fait pas de la Bible un objet franc-maçonnique. Vous voyez un peu le parallèle. D'accord ? Ce n'est pas exclusif à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie s'inspire d'autres symboles. Ils prennent d'autres symboles. Bon, passons à la deuxième question, parce que là j'ai été un peu long. Deuxième question, pourquoi la société, et depuis Russell, depuis Russell, critique-t-elle la franc-maçonnerie si elle y appartient de plus ou moins fortement ? Pourquoi est-ce que l'organisation des TJ critiquerait la franc-maçonnerie ? C'est quand même une bonne question, non ? C'est un peu absurde si un mouvement appartient à la franc-maçonnerie, s'il se met à le critiquer. C'est totalement incohérent, c'est totalement contre-productif. Alors peut-être que les plus complotistes d'entre vous diront « Oui, mais ils font exprès de les critiquer pour se mettre à l'abri, pour qu'on ne pense pas qu'ils en font partie. » Non mais là, je veux dire, là on part très très loin quand même. À un moment donné, il faut être un petit peu sérieux, je pense, et être honnête. Et effectivement, je vois pas l'intérêt de critiquer la franc-maçonnerie pour les TJ. Regardez ce que dit un petit peu la tour de garde du 15 décembre 1997. Tour de garde du 15 décembre 1997, partie « Ils ont acheté la vérité ». Donc on a un exemple. Écoutez bien ce qui est dit. Donc ils font parler un individu qui témoigne de son expérience, et il dit « Mes études de la Bible m'ont aidé à comprendre que Jéhovah Dieu déteste tout lien avec le spiritisme parce que ces pratiques peuvent nous placer sous l'influence de Satan et de ses forces spirituelles méchantes. » On voit ici déjà que dans le jéhovisme, il y a un complotisme, et que c'est cette graine de complotisme qui va continuer à exister dans l'esprit des personnalités complotistes ex-TJ, et qui va même germer et pousser. Mais bon, revenons aux moutons. Pouvais-je rester membre de cette loge maçonnique qui trempait tant dans le mysticisme, ou allais-je en sortir et faire plaisir à Jéhovah ? C'est cette deuxième solution que j'ai retenue. J'ai détruit tous les accessoires liés à la franc-maçonnerie, même le vêtement que je portais lors des réunions de la loge. J'ai vérifié le bien fondé de la promesse de Jésus. La vérité vous libérera. Aujourd'hui, je suis heureux de faire connaître à mon prochain ce que j'ai appris. Je n'ai aucun regret. Donc la société ici, à travers cette communication d'expérience, à travers cette anecdote, à travers ce témoignage de cet ancien franc-maçon devenu témoin de Jéhovah, montre à quel point la franc-maçonnerie, pour l'organisation, est liée au satanisme, aux symboles occultes et mystiques, et qu'il faut s'en libérer, qu'il faut la quitter pour rejoindre le jéhovisme.
c'est-à-dire la vérité vraiment vraie, hein, selon les TJ. Voilà, ce serait complètement absurde de dévoyer ainsi la franc-maçonnerie, de la dégrader si le jéhovisme en était imprégné. Vous voyez? À la limite, s'il voulait vraiment garder le secret, il n'en parlerait pas. Ce serait quelque chose d'occulte, de caché, de bien caché même. Mais ici, on a des attaques claires, franches et directes envers la franc-maçonnerie, ce qui est complètement ahurissant, hein. Encore une fois, ça montre à quel point les théories du complot qui lient le jéhovisme à la franc-maçonnerie sont vraiment, vraiment à côté de la plaque. Troisième question, pourquoi des chercheurs sérieux, comme par exemple Massimo Introvigne, ont-ils démonté les arguments complotistes en expliquant que la secte des témoins de Jéhovah n'est pas franc-maçonne? En effet, en Chine, il y a quelques églises qui ont attaqué les témoins de Jéhovah en arguant de la possibilité de leurs origines franc-maçonnes. Bon. Et suite à la suite de ces attaques, on a un article intéressant dans Bitter Winter de Massimo Introvigne, hein, qui est chercheur et sociologue, c'est un sociologue italien en fait, qui est spécialiste des religions. Il est quand même directeur et fondateur général, hein, du Centre d'études sur les nouvelles religions, le CESNUR. Et c'est un réseau en fait, international d'universitaires qui étudie les mouvements religieux. C'est donc un chercheur quand même, bon certes qui a une certaine complaisance envers les mouvements, les nouvelles religions on va dire, mais malgré tout c'est un chercheur sérieux et je dirais que globalement ce qu'il écrit sur les témoins de Jéhovah et la franc-maçonnerie, c'est plutôt intéressant, hein. Alors donc c'est l'église des trois autonomies en Chine, hein, qui critique les témoins de Jéhovah en arguant de leurs origines franc-maçonnes et lui montre que pas du tout, alors je vous mettrai le lien dans la description. Écoutez bien ce qu'il écrit. Les témoins de Jéhovah sont l'émanation au XXe siècle d'un mouvement créé en 1878 par le pasteur Charles Taze Russell, dont les fidèles étaient connus sous la dénomination d'étudiants de la Bible. Les critiques évangéliques des témoins de Jéhovah contemporains ont souvent affirmé que ces derniers avaient des origines maçonniques et que Russell lui-même était un franc-maçon. Donc on voit bien que ces critiques viennent souvent de mouvements évangélistes. Et d'ailleurs les youtubeurs francs-maçons, les youtubeurs obsédés par la franc-maçonnerie sur YouTube, sont souvent quand même des évangélistes, hein, on reconnaît leurs expressions, etc. Donc finalement, des personnes qui quittent une secte pour une autre, hein, parce qu'il a été prouvé que dans beaucoup de dénominations évangéliques, il y a des dérives sectaires. Voilà, chez certains pentecôtistes, par exemple, selon les lieux, il y a de grosses dérives sectaires avec des excommunications valant ostracisme, semblables aux témoins de Jéhovah. J'en connais autour de moi, donc je peux être tout à fait certain de ce que je vous dis. Cependant, les preuves de l'affiliation de Russell à une loge maçonnique n'ont jamais été apportées, ce qui fait conclure davantage qu'il n'en existe aucune et que par conséquent Russell n'était pas un franc-maçon, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. En effet, il arrivait, donc ça c'est moi qui rajoute, hein. En effet, il arrivait souvent à Russell de critiquer la franc-maçonnerie, comme le démontre un article qu'il a publié dans le magazine des étudiants de la Bible, La Tour de Garde, du 15 juin 1895. Hein. Donc déjà, dès l'origine, moi je n'ai pas remonté jusque-là, hein, dès l'origine, 15 juin 1895, Tour de Garde, Russell écrit « L'ordre des francs-maçons, si l'on s'en tient à son passé historique, a une certaine visée ou un dessein voilé qui va au-delà de la fraternité ou de l'aide financière en temps de maladie ou de mort. Par ailleurs, autant que nous puissions en juger, il existe un certain degré d'adoration profane ou de mascarade associé aux rites de cet ordre et de certains autres que les adeptes ne saisissent pas, mais qui, dans plusieurs cas, sert à satisfaire les désirs d'adoration nourris par l'esprit naturel, empêchant ainsi celui-ci de regarder Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire à travers Christ, le seul médiateur et grand maître désigné. » Il s'agit ici plutôt d'une critique chrétienne récurrente visant les francs-maçons, laquelle suffit à écarter toute hypothèse alléguant une quelconque relation particulière entre Russell et la franc-maçonnerie. Alors, je vous mettrai évidemment le descriptif, dans le descriptif l'article en question, qui est très intéressant, avec des citations tout à fait parlantes. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que il serait très étonnant quand même que la société, depuis Charles Taze Russell jusqu'à aujourd'hui,
critique aussi violemment la franc-maçonnerie en la désignant comme satanique et très loin du dessein divin. Quatrième question. Quel est l'intérêt, mes amis complotistes, quel est l'intérêt pour la société de laisser des images subliminales ou des signes francs-maçons dans leurs publications ou dans leurs architectures? D'ailleurs, au passage, toutes les images que vous voyez ne sont pas subliminales, d'accord? La plupart du temps, c'est des images qui sont... Bon, en fait, il y en a 2-3, vraiment des images qui sont un peu louches, comme ils sont souvent dans le livre de la Révélation d'ailleurs. Il est très probable que ces images un peu louches soient le produit d'une mauvaise impression, d'un dessin de très mauvaise qualité. Bien souvent, je pense que c'est ça, un dessin de mauvaise qualité. Et je dirais également... très probablement aussi, peut-être éventuellement, de certains plaisantins qui s'amuseraient à glisser des petites choses dans les dessins, un peu comme l'ont fait certains dessinateurs de Disney à une époque, qui plaçaient des femmes nues ou des scènes de sexe de manière très discrète dans certains films Disney pour enfants. Donc imaginez bien que si une entreprise aussi énorme, aussi puissante que Walt Disney, qui vérifie tout, parce qu'eux ils vont être diffusés, mais 1000 fois plus que les TJ, si eux laisse passer malgré eux de ce genre de choses, de la part de certains dessinateurs plaisantins, imaginez la société, il est très probable que certains TJ en voie de sortie puissent également laisser des petites plaisanteries dans les dessins. Voilà, et je pense que ça me semble bien plus probable que d'imaginer que cela signifie une appartenance occulte. Bon, c'est un petit peu absurde quand même. Donc alors, quel est l'intérêt pour la société de laisser ce genre d'image ? Elle cherche à faire quoi là en fait? À se faire griller? Regardez, on est franc-maçon, ah mince, on voulait que ça reste caché. Bah c'est raté. C'est quoi l'intérêt si vraiment c'était le cas? C'est absurde. S'il l'était vraiment, il chercherait vraiment à le garder caché. Pourquoi chercher à le révéler? C'est complètement incohérent. Qu'est-ce que ça leur apporterait? Sinon des ennuis, sinon des personnes qui sortiraient des TJ. Réveillons-nous un petit peu. L'objectif de l'organisation, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui restent et qui rentrent dans leur mouvement pour faire des dons, pour servir l'organisation, pour participer à des chantiers de construction, parce qu'il ne faut pas oublier que la Watchtower, c'est une grande entreprise immobilière, d'accord, qui est cotée en bourse, qui a énormément d'argent, quand même leur patrimoine immobilier, leur patrimoine financier est évalué à plus d'1 milliard par an, leur patrimoine immobilier, je ne sais pas à combien on peut l'estimer, mais à mon avis, c'est au moins 1 milliard, si ce n'est plus. Quand on voit qu'ils ont vendu pour près de 800 ou 900 millions de dollars, voire 1 milliard, au neveu de Trump, les locaux à Brooklyn, pour construire derrière à Warwick, ça laisse songeur quand même sur l'argent qui passe dans l'organisation. Ça laisse vraiment songeur. Donc des armées entières de TJ bénévoles qui vont construire des salles du royaume, des Bethel, dans des coins qui à l'origine ne coûtent pas grand-chose parce qu'il n'y a rien, et qui ensuite vont prendre de la valeur et vont ensuite être revendus. Vous imaginez un petit peu l'argent et le bénéfice net en 50 ans que peut se faire l'organisation. Tout ça sans aucune activité officiellement commerciale. Tout ça en distribuant des magazines, en étant en fait une société de publication soi-disant gratuite, soi-disant religieuse, mais bénéficiant du coup de l'exonération d'impôts. Il y a un argent incroyable qui est récolté et qui permet de faire vivre plein de personnes de par le monde, voilà, sans travailler réellement. Donc tout ça laisse un petit peu songeur, effectivement. Si l'organisation, effectivement, était franc-maçonne, elle ne chercherait pas à en donner des signes, parce qu'on le voit, il y a des TJ qui sortent à cause de ça. On les voit sur YouTube, certains sont sortis à cause de ça, à cause de ce qu'ils pensaient être des symboles francs-maçons et satanistes. Du coup, c'est un peu contre-productif pour la société, si c'est vraiment le cas. Et puis, n'oubliez pas, si Satan... en tout cas, leur but, comme je l'ai dit, pour faire simple, leur but est de convertir en masse, pour faire de l'argent. Pas de donner des éléments pour que les adeptes fuient. Ça n'a aucun sens. Et puis, si Satan était à l'origine de tout ça, lui qui est censé être un maître de tromperie, capable de se déguiser en ange de lumière. On pourrait dire que là, il n'a pas été très doué. Pas été très doué si n'importe quel individu lambda, si Jean-Michel, 10 de quotient intellectuel, a réussi à voir ses complots derrière tout ça, on peut se dire qu'il n'est pas très puissant, votre ange maléfique.
Bon, bref. Tout ceci montre que, pour l'instant, on voit que des incohérences à lier le jéhovisme et la franc-maçonnerie. Que des incohérences. Mais après, si quelqu'un est capable de répondre à toutes ces questions avec des preuves, des arguments solides, bah pourquoi pas, moi je les écoute. Hein. Voilà. Je sais que j'emploie un ton volontairement un peu vindicatif, un peu agressif, un peu arrogant, un peu ironique, qui en irrite plus d'un. Mais après tout, je reste ouvert au dialogue et à la discussion. Et si vous avez des preuves, moi je veux bien, hein, je suis pas fermé. Mais pour l'instant, il faut juste se rendre à l'évidence que ça n'a pas trop de sens, quoi. Alors, 5e question, et une bonne question aussi, pourquoi les principaux organes interministériels de lutte et de vigilance anti-secte, comme la Mivilude, comme l'UNATFI, eh bien, comptent-ils des francs-maçons de haut grade dans leurs dirigeants ? Par exemple, la présidente de l'UNATFI, qui s'appelle Catherine Picard, eh bien, fait partie d'une loge maçonnique féminine. Voilà, la fraternité féminine. Bon, c'est également le cas à la Mivilude. Et pourquoi, du coup, ils attaquent les TJ s'ils sont également des francs-maçons de haut grade, hein ? Si les TJ sont également une organisation qui compte des francs-maçons de haut grade au sein du collège central, pourquoi est-ce qu'ils se feraient également attaquer par des francs-maçons ? Pourquoi est-ce que les TJ attaqueraient les francs-maçons ? Et pourquoi est-ce que les francs-maçons attaqueraient les TJ en retour ? Pas très efficace quand même, hein ? Pas très efficace. Et aussi, autre question, vous connaissez sûrement Christian Paturel, qui est un témoin de Jéhovah bien connu, célèbre, hein, parce que c'est un avocat. Bon, aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'est un avocat qui a consacré toute sa vie aux témoins de Jéhovah et aux nouvelles religions. Forcément, hein, c'est un témoin de Jéhovah, donc il a défendu l'organisation. Il fait partie des gens qui font des études, et là, c'est pas critiqué, bizarrement, hein, par l'organisation. Bah oui, ça sert bien un avocat quand même, hein, gratos. Un bon avocat gratos qui nous fait gagner des procès. C'est pratique quand même. Hein ? Et donc, pourquoi Christian Paturel, qui est témoin de Jéhovah et avocat de l'organisation, dénonce-t-il les attaques de francs-maçons contre son mouvement, contre son église ? Bonne question. Allez sur le blog de Christian Paturel. Allez voir ce qu'il écrit. Christian Paturel ne cesse d'attaquer la franc-maçonnerie, de dénoncer l'influence maçonnique dans les organismes anti-sectes. Et du coup, il les accuse en fait d'attaquer toujours les témoins de Jéhovah, de les persécuter. Pas très cohérent avec la théorie du complot que présentent nos amis complotistes. 6e question. Alors, c'est un peu bête, mais bon, voilà, hein, dans mon entourage très proche, j'ai des bétélites, des anciens, des surveillants, qui sont maintenant appelés responsables de zone, je crois. Hein. Alors, ils sont pas francs-maçons. Ils ont monté les grades comme tout le monde. À la base, c'était des proclamateurs. Ils se sont fait baptiser. Ils sont devenus assistants ministériels. Ils sont devenus anciens. Ils sont partis faire des écoles de Galade ou je sais plus quoi. Ils ont monté les échelons, entré dans des champs par-ci par-là, étrangers. Puis ils ont fini par être nommés surveillants. Voilà, on monte les grades. On n'est pas pour autant franc-maçon. Et puis généralement, ils savent même pas ce que c'est la plupart du temps la franc-maçonnerie. Hein. D'ailleurs, même les complotistes savent pas très bien ce que c'est. Pourtant, ces gens-là, ils gravissent les échelons du jéhovisme, je les vois, hein, tout comme les membres du collège central. Alors, à quel moment se ferait l'initiation, du coup ? Et si c'était le cas, pourquoi des ex-membres haut placés n'auraient-ils pas évoqué des contacts avec la franc-maçonnerie ? Cela en aurait fait fuir les plus honnêtes et les plus sincères, vous croyez pas ? Parce qu'il y a quand même des gens honnêtes chez les TJ qui deviennent assistants, anciens, surveillants, qui rentrent au Bethel, qui donnent leur vie pour ce qu'ils pensent être le bien, la vérité et Dieu. Imaginez en grimpant tous ces échelons, il y en aurait forcément quelques-uns qui auraient fini par dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi ? Par quoi est-ce que l'on est approché ? Qu'est-ce qui gangrène cette organisation ?» Or, on n'a aucun témoignage de ce genre. Aucun. Et pourtant, il y en a, hein, des ex-bétélites, des ex-témoins de Jéhovah très très haut placés qui ont quitté l'organisation, qui ont critiqué l'organisation, mais il n'y a jamais eu de critique envers ce type d'infiltration. Alors que quand on consulte la toile complotiste, quand on regarde un petit peu les vidéos YouTube complotistes, les
chaînes débiles comme Morgan Priest ou ce genre de choses, ou les chaînes de Soral et de toute l'extrême droite antisémite et conspirationniste, eh bien on retrouve évidemment des soi-disant ex-francs-maçons qui dénoncent leur ancienne obédience. Donc pourquoi ça ne se ferait pas chez les TJ si vraiment c'était le cas? Bonne question, non? Et puis, toujours pareil, quand on me dit « Ouais, mais c'est que les membres du Collège Central qui seraient francs-maçons. » Mais d'accord, mais les membres du Collège Central l'ont pas toujours été, hein. C'était quoi avant les membres du Collège Central? C'est des gens qui ont voué leur vie à l'organisation. Hein, c'est des gens qui, comme le dit une certaine youtubeuse, c'est des gens qui, eh bien, ont généralement arrêté les études à 15 ans, sont devenus pionniers permanents, ont monté les échelons, ont fini responsables de zone, de district, et puis ont finalement été nommés, quoi. Voilà, c'est des gens qui ont passé leur vie dans l'organisation. Regardez la biographie de chacun des membres du Collège Central. Hein. Ces biographies, elles sont transparentes. Hein. On connaît leur vie, les gens les connaissent. Lisez les livres de Ray France. Raymond France parle jamais de tout ça. Alors du coup, généralement, les anciens responsables de zone sont nommés après de longues années au Bethel, hein, parmi des adeptes très zélés. Et alors, à quel moment deviendraient-ils francs-maçons? Qui le leur demanderait? Et pourquoi ça n'a jamais fait fuir aucun chrétien? Et du coup, on passe à la 6e question. Pourquoi Ray France, quand même, qui est un des symboles de l'apostasie, n'en parle pas dans ses 2 ouvrages? Il a écrit 2 gros ouvrages de quasiment 500 pages chacun, qui sont extrêmement documentés, extrêmement précis. Ray France parle de tout, et absolument pas de la franc-maçonnerie ou de ce genre de lien. Lui qui a tant révélé sur l'organisation, avec preuve à l'appui, pourquoi n'en parlerait-il pas? Ce serait complètement absurde. Certains vont dire « Ah ouais, peut-être qu'il a peur de représailles ». N'importe quoi. Il y a plein de personnes qui quittent la franc-maçonnerie, qui critiquent la franc-maçonnerie, qui écrivent des livres dessus, qui sont diffusés sur internet. Risque pas grand-chose. Certains artistes craignent parfois que la franc-maçonnerie use de leur réseau pour faire un peu pression, pour ne pas qu'on diffuse leurs livres ou leur musique, ou voilà, ce genre de choses. Mais c'est des petites choses, quoi. Ray France, lui, il sort de l'organisation, il a aucun diplôme, il a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il craigne? C'est un papy au moment où il sort. Justement, c'est pour ça qu'il sort ces 2 bouquins, où il balance tout. Mais il a rien à craindre, justement. Et il n'en parle pas. Alors que ce serait vraiment énorme. Énorme. Donc pour moi déjà, c'est quand même une preuve qu'il y a un loup, qu'il y a quelque chose de louche dans la croyance erronée dans le complotisme. 7e question, j'accélère un peu. Si la société avait des origines franc-maçonnes, qu'est-ce que cela a à voir en fait? Imaginons qu'elle en avait. Imaginons qu'elle en avait. Déjà, ça aurait été les étudiants de la Bible, et Charles Taze Russell en particulier. Est-ce que ça aurait influé sur l'organisation qu'il a lui-même créée? Pas sûr. Pas sûr, parce que tous les membres ne seraient pas francs-maçons. Ensuite, quand même, il y a eu, entre les étudiants de la Bible et les témoins de Jéhovah, il y a eu Rutherford, et ça a été des changements énormes. Donc, qu'est-ce que cela aurait à voir avec l'organisation actuelle qui a quand même bien changé? Et là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, ceux qui ont connu l'organisation dans les années 70-80 et qui la voient aujourd'hui, ils deviennent fous en voyant ces changements-là. 8e question, très courte, très simple. C'est quoi votre problème avec la franc-maçonnerie? Vous avez peur de quoi? Vous savez que la franc-maçonnerie, c'est une organisation qui lutte pour des valeurs humanistes. C'est un club philosophique et spirituel qui utilise de symboles, certes, qui a des grades. Mais quel est le problème en fait? C'est quoi? En fait, le problème avec toutes ces théories conspirationnistes, c'est qu'elles recyclent des théories du complot qui existent depuis que la franc-maçonnerie existe. Alors soit la franc-maçonnerie, soit le complot sioniste avec le protocole des sages de Sion, qui est un faux. D'ailleurs, ça a été des théories reprises par l'extrême droite, reprises en particulier par le nazisme, qui a persécuté à la fois les témoins de Jéhovah, et à la fois les francs-maçons, et à la fois les juifs. Bon, vous voyez bien que tout ça, c'est complètement absurde. Et enfin, 9e question, pourquoi la franc-maçonnerie s'intéresserait-elle à un épiphénomène?
une secte en déclin, qui n'a pas beaucoup de pouvoir quand même, que les gens n'aiment pas beaucoup dans le monde, et qui n'intéresse personne en Occident. Autant dans les pays africains et dans les dom-toms, le mouvement des témoins de Jéhovah peut avoir un certain essor, avoir une certaine dynamique, on va dire, encore une croissance assez importante. Autant, on va dire globalement en Occident, et en particulier en France, mais les témoins de Jéhovah, mais la croissance est nulle. Elle est même négative si j'en crois certains chiffres. Si on prend en compte la croissance globale de la population française et la croissance des TJ, ça fait au bout du compte un chiffre négatif. C'est une croissance négative. C'est-à-dire que très bientôt, il y aura plus de morts TJ que d'entrants dans le mouvement. Et globalement, les gens faisant de moins en moins d'enfants et les TJ... du coup, il y a la même chose qui se répercute. Inévitablement, l'organisation d'ici 20 ou 30 ans, elle va être dans un déclin terrible. Dans un déclin terrible. C'est logique, c'est mathématique. Donc pourquoi la franc-maçonnerie s'intéresserait-elle à une secte en déclin qui n'a aucun pouvoir, qui n'intéresse personne, que les gens n'aiment pas de manière générale, qui est souvent persécutée et attaquée par les gouvernements? C'est très étonnant. Très étonnant. Alors si quelqu'un a la réponse à ces 10 questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je serai ouvert au débat et à la discussion. Mais quand même, c'est quand même 10 questions très complexes, très difficiles. Et on voit bien, je crois malgré tout, que la théorie du complot, elle tient de manière pas très solide, quoi. Pas très solide. Allez, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao.